Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de tout l'aspect analyse de log et crawl. Ça a été un sujet qui a été très à la mode il y a 4-5 ans, pendant plusieurs années. Et puis après, le contenu est revenu un peu en force et on a un peu moins parlé de ce sujet-là. Et pourtant, en général, plutôt les très gros sites, médias, e-commerce, classified, c'est un vrai enjeu de maîtriser le passage du moteur sur votre site, de lui faire crawler toutes les pages et de faire indexer ces pages et positionner cette page. Donc aujourd'hui, on s'est donné comme challenge avec Annan d'essayer de vous faire une présentation très factuelle, avec des chiffres, avec des données précises, pour vous donner un petit peu quelques tips, quelques éléments qui montrent qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins. Et pendant cet exercice, c'est pas simple parce qu'il faut toujours essayer de retrouver la courbe, retrouver les données qui vont être capables de démontrer ce qu'on a essayé de faire dans nos différentes expériences. Annan va beaucoup parler de se loger et moi je vais vous parler de quelques sites avec lesquels on a eu l'occasion de travailler chez Picais. Ok, donc je l'ai peut-être à l'envers. Donc moi je suis le fondateur de Picais. Picais s'appelait avant Search for Site. On doit être encore assez connu sur ce nom-là. Et tout à l'heure il y avait Bastian qui est le fondateur de Picais Allemagne. Donc Bastian n'est pas là. Donc oui, c'est nous qui avons racheté Picais et on a pris leur nom parce qu'ils avaient un aura européen, international beaucoup plus fort que nous. Et donc on a décidé de prendre ce choix-là. Et du coup, alors Aviv, je pense que ça dit pas grand-chose ça vous dit pas grand-chose, mais derrière Aviv, filiale du groupe allemand Axel Springer, il y a des marques classified, de petites annonces en France, en Allemagne et en Belgique. Vous reconnaîtrez forcément Se Loger, Meilleur Agent, ImoWeb en Belgique, ImoWelt ou ImoNet en Allemagne. Et donc le groupe Aviv ambitionne d'être la marketplace immobilière en Europe, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis par exemple avec Zillow, qui domine un peu le marché. Et donc voilà, donc l'objectif c'est de créer une plateforme en mergeant justement l'ensemble de ces marques qui sont notoires dans chacun de ces pays. Donc voilà, moi je chapeaute le département SEO. On est quelques dizaines de SEO répartis entre France et Allemagne principalement. Et les exemples que je vais prendre, naturellement, sont issus un peu de mon petit historique dans le SEO, mais principalement de ces sites, comme c'est ma dernière expérience. Et il ne veut pas prendre de photos, c'est ça hein? Je ne sais pas, mais vous pouvez. Bon, alors, on va démarrer un petit peu d'abord pour parler de Google et ses enjeux au quotidien. L'enjeu de Google, c'est de vous présenter effectivement la meilleure réponse, quasiment en temps réel ou en temps réel, pour satisfaire l'utilisateur. Et son business plan, c'est que vraiment, et d'autant plus aujourd'hui, il se fait beaucoup challenger maintenant par l'IA, par l'avancée qu'a pu prendre Bing depuis quelques mois, quelques semaines. Il doit systématiquement essayer de fournir la meilleure réponse parce que sinon les utilisateurs vont arrêter d'utiliser Google et vont se tourner vers d'autres moteurs. Et cet enjeu-là, il est assez important. Il y a 2 milliards de sites à peu près sur Internet. Il y a beaucoup de pages. Et tous les jours, toutes les secondes, il doit crawler 6 millions de pages par seconde. Donc l'enjeu est phénoménal. Il avait lancé en 2015 Caffeine pour justement lui donner un peu plus de puissance. Mais son enjeu, c'est d'être en mesure de pouvoir proposer la réponse la plus pertinente, mais aussi la plus fraîche, la plus récente. Donc chaque jour, en plus, il a 8,5 milliards de recherches par jour. Et ce qui était intéressant quand ils ont sorti RankBrain, c'est qu'ils nous ont expliqué qu'il y avait 15% de nouvelles recherches qui étaient faites tous les jours qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc il n'avait pas d'informations, il est obligé d'agir en temps réel vis-à-vis de ces recherches-là. Alors, pour ceux qui ont oublié comment fonctionnait un peu un crawler, ça explore le web, ça suit les liens, donc il va aspirer les pages, il va analyser le contenu, il va le stocker dans une index, et puis quand on lui fait une requête, quand un utilisateur fait une recherche, il va aller piocher les meilleures pages à positionner. Jusque-là, assez clair, assez simple. Pour être en mesure de crawler le web et crawler ces 6 millions de pages par seconde, alors il ne le fait pas systématiquement avec chacune d'entre elles, mais
il essaie d'obtenir un score de priorité et d'importance pour savoir quelles sont les pages qu'il doit crawler en priorité. Et donc nous, SEO, on doit essayer de faire augmenter le score de nos pages pour qu'elles soient une priorité pour le moteur. Donc vraiment, l'objectif de Google, c'est systématiquement de fournir le résultat le plus frais, le plus exhaustif, de s'assurer qu'il va être capable de répondre avec en main toutes les cartes. Donc on va d'abord parler du budget de crawl. Ouais, on va essayer un peu de démystifier le principe. Je pense que la première chose que j'ai entendue en rejoignant le groupe Aviv et Se Loger à l'époque, c'était le budget de crawl. Ça m'a hyper surpris, surtout en fait que ces paroles étaient tenues par le PDG de l'époque. Et je me suis dit, waouh, j'arrive dans un groupe où on parle de budget de crawl, c'est génial, c'est-à-dire que tout le monde est impliqué dans le SEO. Et le problème, c'est que chacun a sa propre définition du budget de crawl, donc on a essayé de faire un peu une petite synthèse. Déjà, si vous prenez le message officiel de Google, qu'est-ce qu'un budget de crawl? Le budget de crawl, c'est un peu la quantité de ressources et de temps que Google va attribuer à un site. Donc déjà, le budget de crawl, c'est un concept par site, c'est pas un concept par web. C'est-à-dire que chaque site a généralement un budget de crawl attribué par Google. Si on deep dive un peu, quand on regarde un peu de quoi il est composé ce budget de crawl, le budget de crawl, c'est deux choses. C'est à la fois le crawl, la limite la capacité limite de crawl, donc en fait ce qui va limiter le moteur à crawler, on verra ce que c'est, et la deuxième chose, la demande de crawl. Donc le budget de crawl, c'est toujours le ratio, le rapport entre les contraintes, la limite physique, et naturellement la demande. En quelque sorte, vous pouvez résumer, le budget de crawl, c'est une histoire d'offre et de demande. Donc l'offre, c'est la partie crawl capacity limit, et la demande, naturellement, c'est la crawl demande. Et si vous regardez un peu ce qui se cache derrière la capacité, déjà on fait des capacités physiques de moteur, c'est-à-dire que Google, malgré les capacités qu'il a, les data centers, on dit qu'il vient juste après la NSA en termes de capacité. Donc malgré ça, ça reste quand même ils ont des limites. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas crawler comme ils souhaitent, parce que naturellement, à chaque fois, il faut rajouter des data centers. Et la deuxième chose, du coup, même si Google souhaite vous donner plus de pouvoir, souhaite vous crawler davantage, il y a un peu les capacités, les limites de votre propre capacité, de votre infrastructure, vos serveurs, vos caches, etc. Est-ce que vous êtes à même de répondre? Et sur la partie demande, donc ça c'est ce qui empêcherait éventuellement le moteur de crawler, donc soit une capacité physique qu'il a, soit une capacité physique que vous n'avez pas. Il y a la partie, donc la demande, et la demande c'est déjà l'inventaire perçu. C'est-à-dire quoi? Principalement, plus une plateforme est grande, plus cette demande de crawl, elle est grande. Et plus une plateforme est petite, moins cette demande est petite. Mais il n'y a pas que ça. On va un peu le voir davantage. Il y a la partie popularité. On va un peu expliquer davantage. C'est-à-dire, grosso modo, juste, le moteur va vous donner plus de poids en fonction de votre popularité. Si vous êtes CNN, vous êtes Le Monde, vous ne serez pas considéré exactement de la même façon qu'un acteur qui vient d'arriver ou qui n'est pas populaire. Et naturellement, l'autre élément de la demande, c'est naturellement la fraîcheur. Parce que si vous êtes un site de news, la demande de crawl, elle est naturellement supérieure à si votre site est statique. Donc le renouvellement de cet inventaire force un peu le moteur à augmenter son offre de crawl, puisque la demande elle est importante. Et dernier petit élément, que vous savez sans doute, c'est la partie migration. Naturellement, il y a un pic un peu, une demande ponctuelle de crawl supplémentaire quand on fait par exemple une migration, des redirections, etc. Le moteur il va donner un peu plus de poids pour justement rafraîchir son index. Donc c'est ce qui, un peu grosso modo, cette offre et cette demande, c'est ce qui explique l'inventaire. Le problème, c'est que on ne peut pas agir sur les limites de Google. Si Google a moins de capacité de vous crawler, on ne peut pas. Par contre, on peut agir sur les limites de la plateforme. Alors, vous allez me dire, oui, l'infra, c'est pas une histoire de SEO, mais c'est un fait. On peut agir dessus. On peut agir sur l'inventaire perçu, et c'est là, grosso modo, le plus gros impact qu'un SEO peut faire
c'est d'agir sur la partie inventaire, on peut agir sur la popularité, ça prend un peu plus de temps, mais on peut y arriver, et naturellement, on peut agir sur la fraîcheur. On a parlé de popularité, je ne sais pas si Mathieu, tu veux prendre ce... Mais grosso modo, je pense que vous avez tous un peu en tête le fameux graphe présenté à l'époque par, j'allais dire feu Matt Cutts, mais du coup, en fait, qui représente grosso modo comment Google priorise son crawl. On priorise le crawl en fonction du PageRank de la page, autrement dit en fonction de la popularité de la page. Et donc, naturellement, moins vous avez de popularité, moins le moteur vous crawlera. Et on verra naturellement des notions de... Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que naturellement, les grosses plateformes, alors juste, je tiens un peu à dissiper le mythe de budget de crawl. Naturellement, si vous avez 10 pages, vous ne parlez pas de budget de crawl. Je veux dire, là, il n'y a pas de sujet. Là, on parle de plateformes qui sont un peu grosses, qui, du coup, donnent un peu du mal au moteur donc à les crawler. Les grosses plateformes, généralement, ils ont de grosses volumétries de pages. Ils ont un catalogue énorme, ce qui fait que même malgré la structure qu'on souhaite un peu optimiser, du coup, un grand catalogue, ça se produit, ça génère forcément de la profondeur. De la péremption de contenu, que ce soit e-commerce ou classified par exemple, principalement, et naturellement des problématiques techniques comme des paramètres dans les URL, bref, de la multiplication d'URL qui fait que le moteur va crawler plusieurs URL au lieu d'une seule, et donc forcément, votre budget de crawl, vous allez un peu le diluer. Donc voilà grosso modo un peu les problématiques de grosses plateformes, et on va essayer de rentrer dans le détail, et juste pour vous dire que généralement, la problématique de crawl n'est pas une problématique anodine. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que les SEO font dans leur coin, je veux dire, pour le plaisir ou juste parce que c'est technique et c'est génial et on adore ça. C'est parce que, grosso modo, la majorité des pages d'une grosse plateforme ne sont pas crawlées par le moteur. Naturellement, quand vous prenez ce genre de graphique, vous allez forcément arrêter la période, vous allez dire je vais voir le taux de crawl dans une période de temps, et naturellement plus vous tirez cette période de temps, plus logiquement ces chiffres s'améliorent, mais dites-vous que là c'est une période de 30 jours, donc même si vous tirez un peu cette période au-delà de 3 mois, 4 mois, 6 mois, la plateforme ne sera pas crawlée non plus. Donc voilà, mais juste pour vous dire que une plateforme qui n'est pas crawlée, naturellement vous connaissez tous les étapes, l'indexation, le ranking, et le business derrière, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, la maîtrise de la profondeur devient un gros levier d'optimisation. Naturellement, comme je l'ai dit, plus une plateforme est grosse, plus elle va générer naturellement de la profondeur. Là, vous voyez un petit graphique de Botify, mais vous pouvez avoir exactement le même avec d'autres outils, du coup, qui montre justement le crawl du moteur réparti par les niveaux de profondeur. Alors juste pour rappel, niveau de profondeur, on parle de profondeur, c'est le nombre de clics en partant d'un endroit, généralement la home page. Je clique 2 fois en partant de la page d'accueil, ça fait 2 profondeurs. Je clique 3 fois, etc. Et donc grosso modo, vous voyez que le niveau 0, par exemple, c'est la home page, un clic de la page d'accueil, etc. Et vous voyez que le taux de crawl, il dégringole très très vite à mesure qu'on avance dans la profondeur, pour la simple raison que naturellement, plus une page est profonde, moins elle est populaire, et donc forcément, le petit graphique de on crawl en fonction de la popularité, du coup ici vous voyez une matérialisation très, très poétique. Ouais. On mettait là qu'une page sur 4 à profondeur 5 était vue par Google. Et ensuite, si on regarde les visites qui sont générées par ces pages, à niveau 5, c'est quasiment 1 sur 10 qui est vu par Google, enfin qui fait du trafic. Donc il y a une vraie relation entre la profondeur et la capacité du site à pouvoir générer du business. Et du coup, en fait, comment tout ça, ça se traduit d'un point de vue business? Là, pour ceux qui reconnaissent un peu le funnel de conversion SEO, on part du principe qu'on a une plateforme et qu'on veut en fait rentabiliser cette plateforme au maximum. Ça veut dire quoi, rentabiliser la plateforme? C'est-à-dire que chaque contenu que je crée doit me rapporter de la valeur. Cette valeur, elle est soit, par exemple, de la visite, soit de la conversion naturellement. Et grosso modo, si on part
Donc d'un principe que là, ce sont des vrais chiffres, mais du coup qui datent un peu. Naturellement, la situation n'est plus ce qu'elle est. On a fait le job. Du coup, si on regarde ça, du coup, vous partez avec 3 millions d'inventaires d'URL, donc 3 millions de pages, donc 3 millions de contenus, et vous arrivez à la fin avec 119 000 de ces pages qui génèrent un lead. Donc naturellement, vous dites, waouh, il y a quand même 91% de potentiel perdu. Alors naturellement, un site, généralement, il n'est pas 100% rentable, mais grosso modo, ça fait quand même 91%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 9% du site qui est rentable. Et donc notre objectif en tant que SEO, c'est du coup de rentabiliser au maximum cette plateforme. Et si on agit naturellement le plus haut, si on transforme chaque page qu'on publie en une page qui est crawlée par le moteur et donc indexée et puis qui génère de la conversion, du coup en fait, on fait le job. À cette allure, on ne va pas finir. J'accélère. Allez. Donc on voulait aussi vous parler très rapidement des outils, parce qu'effectivement il vous faut un crawler qui va crawler les sites pour pouvoir ensuite vous comparer à Google. Il faut un outil pour analyser les logs et puis on peut potentiellement aussi ajouter des données de trafic et de conversion pour qualifier un peu les données. Il y a pas mal d'outils gratuits, payants. La slide a sauté, mais payant, c'est à droite pour vous. Je passe très vite. Et puis, il vous faut des logs serveurs. C'est pas toujours évident de récupérer ces logs. Sur Salesforce, c'est un enfer. Mais sachez que les logs, c'est obligatoire pour une entreprise de conserver au moins 6 mois de logs. Sinon, vous pouvez vraiment être embêté juridiquement. Donc ça, c'est un argument aussi pour dire à vos équipes dev de dire qu'il faut conserver les logs. C'est une nécessité, quoi. Les logs serveurs, qu'est-ce que c'est? C'est les fichiers qui sont enregistrés à chaque fois qu'il y a un utilisateur ou un bot qui passe sur votre serveur. Ça enregistre un fichier, ça va indiquer d'où vient l'utilisateur, quel est le rest code de la page, le poids, etc. Je pensais d'ailleurs l'avoir listé, mais j'ai... OK. Alors, comment optimiser le budget de crawl? Ce que nous dit Google, c'est très simple. Il faut maintenir les sitemaps à jour et il faut régulièrement vérifier la couverture de l'index. Merci. Alors, il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a la taille du site. La taille du site va quand même faire que Google va conditionner son budget de crawl et ne va pas attribuer le même temps, la même bande passante par rapport à cette taille. Ensuite, il y a la santé du site. Un site qui répond beaucoup en 404, en 301, Google va se dire « Oh là, lui, je lui fais pas confiance, il a du mal à supporter ma charge quand je passe, puis en plus, les pages sont pas de très bonne qualité. » Il y a le maillage interne. Il y a la performance, le temps de chargement de votre site. Il y a la qualité, la fraîcheur. Il y a la profondeur. Et effectivement, il y a ce nouveau signal qui commence à être évoqué. Il y a le trafic. Une page qui est très visitée par un internaute qui est logué sur Chrome, ça va générer un signal pour Google de se dire c'est une page que je dois aller vérifier, je dois aller regarder. On va donc commencer par les cas de, entre autres, se loger. Ok. Alors, juste avant de parler de crawl, je me suis souvenu que naturellement, si votre site il est rendu côté client uniquement, autrement dit en fait qu'en désactivant le JavaScript vous n'avez plus rien, du coup le moteur aura exactement la même chose et donc ça ne sert à rien de parler de budget de crawl si on ne parle même pas en fait d'accessibilité, de liens qui permettent au moteur en fait d'aller au-delà. Et donc naturellement la première chose à vérifier c'est déjà est-ce que je rends mes pages côté serveur. Donc là, typiquement, un cas d'un de nos sites belges, et donc vous vous rendez compte que malgré le crawl s'est fait en JavaScript, ce qui explique le gap, malgré naturellement la quantité faramineuse de pages, le moteur il ne peut rien crawler pour la simple raison qu'il n'a pas de lien qui mène vers des pages. Et donc la première chose, c'est déjà de rendre côté serveur vos URL, vos contenus, pour permettre au moteur comme il y a longtemps, de suivre tout simplement, de rendre une page, de suivre les liens et de crawler les autres pages. Mais naturellement, une fois passé ce cap, la première chose qu'on peut, première question qu'on peut se dire, du coup, pour réduire les pages inutiles, dupliquées, qui ne servent à rien, vides, on peut déjà en fait mettre la guillotine, couper à la racine l'ensemble des patterns qui nous plaisent pas, qui sont pas bonnes. Du coup, via le robot.txt, naturellement c'est une possibilité. Juste attention, si vous coupez la chose depuis le robot.txt, le moteur ne peut pas crawler. Donc si le moteur utilise généralement une page pour accéder à une autre,
cette relation sera coupée. Donc juste avant d'utiliser la guillotine, naturellement, pensez aux conséquences, mais grosso modo, c'est un des leviers qu'on a. Le robot.txt, si c'est safe, je peux l'utiliser pour réduire, comme le graphe le montre, la quantité de pages. Pareil, je peux me dire, énormément de pages ne servent à rien pour le moteur de recherche, mais du coup, je ne peux pas utiliser le robot.txt pour la raison que je viens d'évoquer. Si vous démaillez les URL, si vous canonisez les URL, généralement, ça a un effet bénéfique. C'est-à-dire qu'au-delà, vous pouvez toujours me dire, ouais, naturellement, du coup, si je démaille, le moteur, il accède moins aux URL, donc ça, c'est un peu ça le calme. Et en même temps, s'il accède à ces URL, il voit à travers les canoniques, même s'il doit les crawler naturellement, que la page elle est canonique, et avec le temps, généralement, ça se résorbe. Et donc, pareil, 50% fait de gains. Une chose que je trouve que pas mal de plateformes ne regardent pas vraiment, parce que ça explique énormément de choses, c'est la partie cycle de vie. Par cycle de vie, j'entends qu'est-ce que devient une page après, si on prend par exemple un site e-commerce, que devient une fiche produit quand le stock il est à 0 et que le produit ne reviendra pas? Que devient une annonce immobilière, une petite annonce, quand l'annonce est périmée? L'appartement est vendu, loué, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces URL? Est-ce qu'on renvoie toujours des 200? Est-ce qu'on donne des 404? Est-ce qu'on les démaille? Et donc, naturellement, cette partie, elle explique énormément de choses. Je crois que j'ai mis un petit graphe sur la slide d'après. Et donc, elle explique typiquement que toute cette partie un peu que vous voyez bleue, que le moteur continue de crawler, mais qui n'a aucune présence physique sur le site, parce que si elle était maillée en interne, elle serait dans la partie rouge. Donc, le moteur continue, par exemple, de crawler des anciennes annonces, pour la simple raison que les anciennes annonces continuent de répondre en 200. Pour la simple raison que les anciennes fiches continuent d'être maillées en interne, et donc forcément, vous lui donnez un lien, il le suit. Et donc, agir sur la partie cycle de vie, c'est-à-dire en fait comprendre la logique et essayer justement d'adapter les bonnes règles de gestion, ça permet justement de réduire énormément ce gâchis. Et donc du coup, autre chose que naturellement qui ne concerne pas que les sites e-commerce, que les sites donc de petites annonces, c'est la partie, ce cycle de vie, on ne le voit pas uniquement sur la partie fiche. J'ai donné l'exemple d'une fiche annonce ou d'une fiche produit, mais on peut aussi le voir sur la partie listing. Que devient une page de liste, par exemple, quand elle ne contient plus de fiches? Que devient une page de liste produit quand il n'y a plus de produits? Et donc, naturellement, une des solutions qu'on peut faire, c'est ce que j'appelle l'élargissement. Autrement dit, en fait, faire en sorte, ça a des conditions, naturellement, il faut que la page redevienne active à un moment donné, mais la possibilité de dire, du coup, quand je ne trouve pas un bien, l'exemple ici, dans cette localité maintenant, le bien pourra revenir demain, du coup, j'élargis un peu mon scope. Autrement dit, quand on est dans l'immobilier, on est tenu par la référentielle géographique. J'ai rien trouvé ici, du coup, j'élargis le champ par 10 km, et donc je remonte un peu les projets autour. J'ai parlé de maillage, du coup, là aussi, si ce maillage interne continue à renvoyer vers des pages vides, naturellement, le moteur continuera à prioriser dans son crawl ces URL au détriment éventuellement d'autres avec de l'inventaire. Là aussi, on peut agir dessus en supprimant, en agissant sur la règle de gestion. Et peut-être un peu la plus controversée des mesures, c'est on peut se demander aussi, oui, mais attends, tu parlais de pages de liste, pour une seule page de liste, on a des dizaines, voire des centaines de paginations. J'ai une page robe et j'ai énormément justement de pagination robe. J'ai une page appartement à Paris, mais j'ai des dizaines, voire des centaines de paginations appartement à Paris. Est-ce que du coup c'est utile de pousser la pagination, de lui donner de l'importance, de la même importance qu'une page de liste? Du coup, on a fait l'expérience chez SeLoger. Alors, après, juste petit disclaimer, vous faites ça donc, parce que vous pouvez gérer des petites annonces, vous pouvez gérer un site e-commerce, et donc naturellement la question de est-ce que le crawl des fiches a une importance? Ça, c'est la première question qu'il faudra justement vous poser avant de tenter ce genre de choses. Et si la réponse est non, vous pouvez le tenter. Si la réponse est oui, vous pouvez quand même le tenter, parce que
une opération assez simple vous permettra justement de savoir est-ce que la pagination elle est utile ou pas. Vous crawlez votre site avec la pagination, vous crawlez exactement le même site sans la pagination et vous regardez l'inventaire. Est-ce que l'inventaire, j'ai le même 100% avec pagination, 100% sans pagination? Si la réponse est oui, du coup la pagination ne sert pas en tout cas le crawl. Et donc ça vous permettra justement de vous dire est-ce que justement je suis obligé de pousser autant de pagination moteur et donc là, typiquement le rapport du coup couper la pagination, sachant qu'il y avait énormément d'autres voies d'accès aux fiches, a permis justement d'augmenter le crawl des pages de liste non paginées. Page jaune aussi coupe sa pagination. Pour les moteurs, pas pour les utilisateurs. Et du coup, la partie sitemap, je pense que Mathieu a énormément de choses à dire. Alors la partie sitemap, c'est pareil, on entend toujours le fait qu'il faut mettre toutes les URL dans sitemap. Ça, c'est pas du tout notre vision. Notre vision est vraiment de faire l'inventaire des nouvelles pages et des pages qui ont été mises à jour. Un sitemap, c'est un des premiers éléments que Google va essayer de crawler sur un site et regarder s'il n'y a pas des nouvelles pages à découvrir. Donc si vous lui mettez systématiquement des pages qu'il connaît déjà, voire qui sont très profondes dans votre navigation, qui sont là du niveau 5, alors oui, vous allez peut-être pousser au crawl, mais par contre, le problème, c'est que vous allez pousser des pages qui ne sont pas bien valorisées en termes de maillage interne. Donc on a un exemple. Ce site a un sitemap avec l'ensemble de l'inventaire de ces URL. Alors le taux de crawl, il est parfait, hein, c'est le bleu versus le rouge, hein, c'est très bien crawlé. Mais à niveau 5, vous avez 90% des pages crawlées et il y a toujours une page sur 10 qui font du trafic. Donc c'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, il ne faut pas le faire, c'est un gâche le budget de crawl. Et bien du coup, je pense qu'on pourrait passer vite, mais du coup, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, naturellement, les bases, je pense que là on est tous d'accord. C'est génial en fait de faire crawler davantage, c'est génial de rapprocher les niveaux de profondeur moteur, mais pour ça il faut naturellement une navigation. Donc si vous avez uniquement des univers dans votre menu, qu'on clique sur un univers, qu'on trouve uniquement des catégories, qu'on clique sur des catégories, qu'on trouve uniquement des sous-catégories, etc., à quel moment on va trouver la fiche? Naturellement, agir sur la navigation descendante, autrement dit sur le menu, qu'est-ce que je mets dedans, a énormément d'importance. Idem, une fois que j'ai atterri à la base, une fois que j'ai trouvé une fiche, qu'est-ce que je fais justement pour remonter à la racine, qu'est-ce que je fais justement pour donner de la valeur aux pages de liste. Et en dernier, une fois que je suis sur une page de liste, une fiche, produit, annonce, article, du coup, qu'est-ce que je fais pour c'est pas uniquement ça n'a pas uniquement des vertus SEO, ça a énormément, en fait, ça a plus de vertus de conversion et de conversion que de SEO, mais naturellement les annonces, les articles, les produits similaires que je mets une fois sur les fiches produits permettront au moteur de ne pas considérer la page produit ou la fiche annonce comme un cul-de-sac, mais du coup comme une continuité de crawl, et pour les utilisateurs, du coup une nouvelle opportunité de faire de la conversion. Si vous aviez des doutes aussi sur la nécessité d'avoir un site qui se charge rapidement, là vous avez l'exemple d'un site qui en haut a amélioré sa performance, son temps de chargement. Donc on voit la courbe baisser en bas, et Google a exploré plus de pages. Il a été en capacité de pouvoir explorer plus de choses. Difficile de retrouver ce graphe. Tout à fait, j'allais le dire. Ce graphe, présenté différemment, existe toujours sur Search Console dans la partie paramètres, statistiques de l'exploration. Et du coup, dernier point sur la partie Core Web Vitals. Alors, les Core Web Vitals, juste pour qu'on soit d'accord, les Core Web Vitals, naturellement, c'est quelque chose qui est côté utilisateur. Google utilise Chrome UX sur les 28 derniers jours, autrement dit, tout ce qui passe par mobile et par Chrome sur les 28 derniers jours. Autrement dit, on n'est pas du tout sur la partie serveur, on est sur la partie client, avec des vrais devices et une vraie connexion Internet. Et c'est ce que le moteur va juger comme bon ou pas bon. Donc en fait là, on n'est pas du tout sur la partie crawling, puisqu'en fait c'est une partie qui vient bien en amont. On est sur la partie plutôt conversion, interaction avec la page, ce qui est génial pour la conversion. Mais en fait là, on s'éloigne du budget de crawl. Donc si vous voulez agir sur les budgets de crawl, peut-être pas commencer par les Core Web Vitals. Là, on va vous parler du coup d'un site média qui a donc un autre cas. Voilà. Et lui, il a eu l'ambition de se dire j'ai envie de couper mon AMP, toutes les pages AMP, je veux les supprimer. Donc c'était un groupe média avec une cinquantaine de sites, à peu près 20 millions de pages AMP. Et donc du coup,
il voulait couper l'AMP, mais il voulait s'assurer qu'en tout cas, elle n'allait pas perdre en budget crawl. Donc on a bien réussi à couper 3 millions de pages au départ pour faire un POC et s'assurer si effectivement les choses étaient plutôt positives en termes de budget, en termes de crawl sur ces pages non AMP et en termes de trafic. Donc là on coupe, on voit que ça baisse. Loupé. On voit que ça baisse. Les résultats, elles sont bonnes. Alors quand je dis couper, ça veut dire qu'on a redirigé les pages AMP vers les versions non AMP. Donc d'abord, le crawl budget reste stable. On n'a pas de perte. Ensuite, on se retrouve avec 20 millions de pages orphelines en moins, parce que l'AMP, dans vos outils, sont considérés comme des pages orphelines non rattachées à la structure. Et notre trafic sur les versions mobiles reste stable. Et au final, étant donné que les utilisateurs n'atterrissaient plus sur des versions AMP avec un template assez épuré, avec moins de pubs, ils atterrissent directement sur une version mobile. Ça fait plus 30% de revenus en plus pour l'éditeur. Après, j'ai pris un autre exemple d'un site des pays du Nord avec 3,2 millions de pages. On a parlé tout à l'heure de la profondeur et du maillage interne. Eux avaient un gros problème de valorisation des best-sellers, des meilleurs produits à vendre. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un peu la répartition de l'in-rank par type de produit. On a en fait tout simplement augmenté le maillage interne vers les produits les plus recherchés en développant ce fameux bloc de liens transverse que vous parlez à Nan. Et ben en faisant ça, c'est plus 35% de trafic et de business derrière. Donc le maillage interne aide à pousser ces pages à être plus scrollées, mais aussi à être mieux valorisées en interne par le moteur et mieux remontées dans les pages de résultats. Donc 33% de nombre de liens en plus vers les pages produits et on multiplie par 2 le trafic vers ces best-sellers. HelloWork, un site que vous connaissez sans doute, eux ils avaient une problématique, c'est d'essayer de gérer la quantité énorme de produits, d'annonces. Alors la première chose qui a été effectuée, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est toujours important d'avoir un site sain et assaini de tous ces problèmes. Donc la première stratégie en général, c'est de faire un peu la vérification des basiques, les erreurs internes, la suppression, vérifier que le maillage est bien fait. De leur côté, ils avaient beaucoup d'offuscations qu'ils ont retirées. Là aussi, c'est un peu contre-intuitif. Ils ont considéré que le PageRank interne circulait assez mal, donc ils ont retiré l'offuscation pour aussi un peu revoir tout le maillage. Et puis, ils ont aussi forcé l'indexation, parce qu'il y avait beaucoup de pages qui n'étaient pas indexées. Ils mettaient du temps, donc on a travaillé avec des logiciels permettant de faciliter l'indexation. Un point aussi important, une chose que vous pouvez faire, c'est qu'on a travaillé un petit peu sur les valeurs des pages. Lorsqu'on effectue un crawl, on va avoir plein d'indicateurs sur leur profondeur, le nombre de liens qu'ils reçoivent en interne, le nombre d'offres aussi qu'il y a chacune des pages. Bah ça, c'est très important de pouvoir l'avoir en tête et de se dire, bon bah tiens, ok, les pages les plus importantes, les pages, en l'occurrence, métier plus ville, je vois qu'elles n'ont pas des indicateurs très très bons. Donc c'est hyper important de bien qualifier les pages que vous voulez travailler. Et ensuite, mon animation a sauté. Je voulais vous montrer quoi ? Qu'avec notre client, du coup, on a travaillé sur la partie un petit peu maillage interne, arborescence. On a récupéré plein d'indicateurs et par le maillage, seulement par le maillage, on a retravaillé par ordre de priorité les pages qui comptaient et qui faisaient du business pour le client. Et donc, avec cette méthode très analytique, en regardant chacune des choses et en priorisant les sujets, on arrive clairement à avoir des résultats. Et en fait, on valorise les pages auprès de Google pour qu'elles soient mieux valorisées au sein du site. Si vous avez quelque chose à retenir, parce que j'ai 5 minutes de retard, nous avons 5 minutes de retard, c'est travailler plus pour gagner plus. Anan. Ce qu'il faut, c'est travailler sur vos temps de chargement HTML. Il faut travailler la profondeur et les pages prioritaires. Il faut supprimer et assainir le site de toutes ces pages qui font perdre du temps à Google. Et ça, c'est vrai que sur de la volumétrie, vous êtes quand même obligé de passer par un outil ou sinon de devoir traiter à la main en ligne de commande, etc. sur Linux. Mais c'est mieux quand même, on vous le recommande de passer par des outils. Il y en a plein et il y en a qui sont gratuits et d'autres payants. La taille et la fréquence de publication est un gros indicateur aussi par rapport à budget de crawl. Le maillage interne, les frères Perronnet en ont parlé hier, ça a été aussi évoqué ce matin, mais c'est essentiel de travailler. Considérez-le aussi important que le maillage externe. Et le trafic est un signal aussi aujourd'hui encore trop peu exploité, mais toutes les astuces que vous a donné Paul tout à l'heure
même chose pour vous. Vous voulez favoriser le crawl, le positionnement des pages. Vous achetez du trafic et vous le renvoyez vers cette page depuis Google. La page va remonter et va être mieux valorisée dans l'analyse de log. Sans maîtrise de la puissance n'est rien. Les outils, oui je l'avais rajouté, les outils sont quand même extrêmement importants pour vous accompagner, pour contrôler. Il y a trop de SEO qui sont un peu au doigt mouillé, qui essayent de regarder la Search Console parce que c'est pas cher, un petit Screaming Frog, mais quand vous avez un site de plusieurs millions de pages, il faut s'équiper, c'est hyper important. Voilà, Anand bosse plutôt avec Botify, je bosse plutôt avec OnCrawl. Il y a SEOlizer qui est un excellent outil aussi. Équipez-vous. Vous l'avez pas vu la question Mug? Je pose la question Mug. Combien de pages crawl Google? Combien de pages sont crawlées par Google chaque seconde? Je crois que j'ai vu une main levée, oui, madame. J'ai pas entendu. Non. Alors j'ai vu la demoiselle avec le cordon jaune. Qui dit mieux? C'est vous, oui. Levez-vous, vous avez gagné le Grand Prix. 6 millions. Très bien. Bravo. Et parce que c'est vous, on peut faire une deuxième question Mug improvisée si tu veux. C'est vrai? C'est dans la merde. Est-ce que vous avez des questions du coup? Yes. Il y a quelque chose? C'est moi, pardon. Déjà, merci pour la conférence, très instructif. J'avais une question concernant l'implémentation, notamment pour tout ce qui va être gestion de la durée de vie d'une page. Ça, qu'est-ce que vous allez précommander, recommander? Ça va être du sitemap automatiser le retrait d'URL. Comment ça se met en place concrètement? C'est vraiment au cas par cas, en fonction de est-ce que le site il est un site de petites annonces, un site média, un site e-commerce, mais généralement on le règle d'abord par la partie code serveur. Autrement dit, du coup, une page, l'objectif, c'est de réduire le taux de crawl. Le taux de crawl, c'est toute une page, par exemple, qui retourne un code 200. L'objectif, c'est de se dire, du coup, quelque chose qui ne reviendra jamais, peut-être un code 404 ou 410, pourrait justement permettre au moteur d'arrêter de crawl. Il y a aussi en fait des façons de dire, par exemple, est-ce que je redirige, même si la redirection n'a pas la même valeur en termes de budget de crawl que le 404. Et naturellement, ce qu'on a dit tout à l'heure, adapter le maillage interne en fonction, quelque chose qui n'existe plus, je la démaille, et adapter effectivement les sitemaps. Comment justement, est-ce que mes sitemaps sont statiques, figés? Est-ce qu'ils vont inclure l'intégralité des pages? Mauvaise pratique, on ne profite pas vraiment en fait du potentiel du sitemap, ou est-ce qu'il faudra que j'adapte mon sitemap pour mettre uniquement les fiches qui sont en stock, les listes qui ont du stock, retirer éventuellement la pagination, etc. Et donc c'est plutôt un peu l'ensemble de ces dispositifs qui vont faire que du coup on s'adapte un peu au cycle de vie de nos pages. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vers toi. Merci pour la conférence. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur la disponibilité des produits et les codes de réponse à mettre en place. Quand on est un site d'e-commerce et qu'on a une disponibilité des produits assez irrégulière, dans le sens où parfois c'est dispo, mais parfois ça revient en stock. Donc en gros, le produit est temporairement indisponible. Est-ce que vous recommandez de mettre des codes de réponse de type 404, 410 temporairement d'ailleurs, ou de laisser un code de réponse 200 en attendant que le produit revienne? Pour un site e-commerce, pour un produit qui revient, je pense que le modèle un peu LDLC reste un peu le bon, c'est-à-dire la page continue de répondre en 200, on ne la perd pas. Le maillage éventuellement, alors ça dépend des règles de boîte de lien, mais du coup le maillage est maintenu et naturellement on remonte une navigation transverse. Désolé, ce produit, oups, victime de son succès, par contre on vous recommande ce genre de produit. Donc le client, il arrive sur une page, il est déçu, mais il y a quand même une petite alternative. Le moteur recrawl justement la page, ne l'oublie pas, et quand le produit justement redeviendra disponible, la page elle continue de... Ouais, moi j'ai un exemple dans la jardinerie, on travaille avec un acteur assez important dans la jardinerie. Dans la jardinerie, vous vendez des sapins de Noël une fois par an, vous vendez des tulipes pareil une fois par an.
Et ils se sont aperçus que quand le stock était à 0 et donc affiché dans la rich snippet produit stock 0, la page, même si elle est en 200, elle s'écroule. C'est une information que Google sait et donc la page, il la dépositionne. Elle est toujours en 200. Du coup, on a adopté une stratégie qui était « Ok, je vends des tulipes ». Alors un tulipe, c'est pas le bon exemple. Je vends des fleurs, ok, et quand tu es livré, tu reçois vraiment une fleur. Mais à un moment donné, quand tu n'as plus de stock, quand c'est l'hiver, sur cette même fiche, on propose des graines de la fleur. Comme ça, le stock, on le refait monter avec cette fois-ci un stock de graines. On met à jour la fiche, on a toujours le même nom, mais on passe de plante à graines. Et donc, on maintient comme ça sa position. Ça, c'est une astuce dans la jardinerie. Je ne sais pas si on peut l'extrapoler à d'autres métiers. Mais ce qui est important, c'est que si la page elle passe en autre chose qu'en 200 et qu'elle renvoie en plus l'information qu'il n'y a plus de stock, elle s'écroule dans le résultat. Ok. Et ça, c'est dû à la mise en place de la rich snippet ou... Oui, c'est Rich Snippet Product qui fait justement connaître à Google les stocks. Vu que tu as du mal à mentir en général, tu es plutôt en train de dire que tu n'as plus de produits, et ben tu peux, par exemple, proposer un produit alternatif qui sont les graines pour les plantes, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Bravo. Altesse.